Mohan Sidi Oui. Saïd, et merci de nous recevoir et de nous donner de votre temps. Vous êtes un ancien vice-président de Pfizer, le grand laboratoire pharmaceutique, et au lendemain de l'annonce par Pfizer de l'annonce sur le vaccin, vous avez accepté de nous recevoir pour une interview de type débriefing et nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais auparavant, peut-être que c'est utile que vous nous rappeliez un petit peu votre parcours et illustrer à nos auditeurs ce qui fait que vous êtes toujours actif, on va dire, dans le monde de la recherche médicale et dans le monde de la santé. J'ai été pendant 40 ans dans la même entreprise, donc le laboratoire pharmaceutique Pfizer, pour ne pas mentionner. J'ai été pendant des années à New York, aux États-Unis, l'un des vice-présidents de Pfizer Inc., de maison mère, et en même temps l'un des 3 présidents opérationnels. J'étais aussi à l'époque l'un des vice-présidents de l'Association américaine du médicament, Pharma, basée à Washington, D.C. Et puis, le temps est venu, celui de la retraite. Je suis revenu en France en 2007. Et je crois que ma première découverte de Paris, c'était plutôt un choc. J'ai découvert une situation de pauvreté que j'avais connue des années auparavant, notamment en Afrique. Et j'étais arrivé j'étais un peu choqué de voir ce nombre, ce niveau de EF. Et puis, je me suis intéressé au sujet de la santé en France et je suis assez vite arrivé à la conclusion que notre système, qui a fait l'admiration très longtemps du monde entier pour son équité, son efficacité, a plutôt mal vieilli. Il a pris des décennies. Il a perdu son caractère motivant pour son personnel. Il a versé un petit peu dans la pauvreté en matière d'infrastructure. Et puis, un secteur, un système de santé qui a ignoré la prévention. En bref, un système qui ne s'est pas mis au diapason de l'économie de la connaissance, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Alors, de cette observation est né en 2016 un livre « Au secours, notre santé est en péril ». Et je préconisais une remise à plat de ce système par le moyen d'un Grenelle de la santé. Puis, quelques années ont passé et nous avons eu cette pandémie de plein fouet que personne, partout dans le monde, n'attendait pas. Elle a été brutale, elle est meurtrière, puisque à ce jour, nous avons perdu plus de 40 000 personnes. Le cap du million de décès est dépassé depuis septembre à travers la planète. C'est véritablement un sujet de préoccupation de société et qui a étalé au grand jour les insuffisances de notre santé. Avons-nous pour autant tiré les conclusions? Je pense que c'est prématuré d'en parler, mais j'ai tendance à penser que non. Merci de cette introduction. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe dans un grand laboratoire comme Pfizer quand on est dans une épidémie et qu'on voit ce genre
problématiques à arriver. Qu'est-ce que se dit le conseil d'administration, les vice presidents, de quoi parlez-vous? Je crois que il faut le dire, nous n'avons pas connu d'épisodes de cette nature, de cette envergure, plus précisément dans le monde occidental. Et c'est donc que tout le monde a été pris par surprise. Mais vous savez, l'entreprise du médicament souvent décriée est composée de femmes et d'hommes. Alors, comme dans tout autre pays, vous avez des personnes, des gens qui ont une fibre sociale, qui accordent de l'importance à l'entreprise dans son aspect solidaire, et puis d'autres qui sont, ma foi, un peu plus tirés par l'appât du gain. Mais je peux vous dire une chose, je n'ai jamais vu un tel désir de faire, de mieux faire. Je n'ai jamais vu un tel déploiement de ressources humaines, mais ressources financières, émanant d'ailleurs pas seulement de l'industrie pharmaceutique, puisque les gouvernements, et notamment le gouvernement américain, a ouvert son portefeuille et a promis des centaines de millions de dollars dans cet effort de recherche d'un vaccin, j'espère de plusieurs vaccins au demeurant. Mais c'est quelque chose qui a déboussolé tout le monde, même le milieu scientifique, le milieu de la médecine, dans la sphère la plus élevée de sa hiérarchie. Et puis, comme toujours, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a aussi la saisie d'une opportunité de business, l'opportunité de faire de l'argent, d'en gagner beaucoup. Je cite en exemple américaine, Moderna Therapeutics, donc des gens devenus millionnaires de dollars du jour au lendemain à la suite d'une envolée de son action stricte. Allô? Oui. Oui, vous parliez de Moderna Vous m'entendez? Therapeutics. Oui, vous parliez de Moderna Therapeutics. En fait, la connexion est vraiment pas bonne. Je ne sais pas si jamais c'est de votre côté. Vous m'entendez là, moi-même ou pas? Non, moi je vous entends très bien. D'accord. Mais donc vous parlez de Moderna Therapeutics et vous disiez qu'il y a des gens qui sont devenus très riches puisqu'il y a eu l'envolée de son cours de bourse. Oui. Et que les gouvernements, et vous n'avez jamais vu un tel déploiement de ressources humains et financiers pour la recherche. Et donc ça s'applique plus particulièrement à votre ancienne entreprise. Vous mentionnez de Moderna Therapeutics, mais est-ce que dans le cadre d'une pandémie comme ça ne vous surprend pas qu'on parle de vaccins si vite dans une épidémie comme ça? C'est surprenant parce que la question que l'on peut se poser légitimement, que n'a-t-on fait ça plus tôt dans des fléaux extrêmement importants? J'ai en mémoire le fléau de Alzheimer qui endeuille des centaines de milliers de personnes à travers la planète. Je n'ai pas de réponse à cela, mais c'est un fait que
le temps de la recherche et du développement, que ce soit d'une molécule ou d'un vaccin, se situe généralement ou s'est situé tout au long de ces dernières décennies autour de 10 à 20 ans. Et puis, le déploiement de ressources, d'énergie, de détermination, peut-être aussi l'appât du gain, a fait que nous semblons être sur la bonne voie d'un vaccin en un temps extraordinairement record de moins d'1 an. Comme j'aimerais que l'on récidive cet engouement, cette détermination, cette envie de faire dans des fléaux, notamment celui qui est devenu la première cause de mortalité à travers le monde. Je veux parler des cancers ou non moins grave, le fléau de Alzheimer et des maladies rares. On a vu donc cette annonce qui était en date d'hier, qui intervient très rapidement après l'élection américaine et les résultats de l'élection américaine. Le président Trump avait fait de sa, on va dire, de sa campagne trouver un vaccin, avait fait de fer de lance de sa campagne de trouver un vaccin. Est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris que ça intervienne si peu de temps après? Il y a une concomitance. Est-ce qu'il y a eu des pressions? C'est évident, des pressions qui n'émanent pas seulement des États-Unis, d'un peu partout, des dirigeants politiques, des membres de la gouvernance politique à travers le monde, mais le contraire eût été étonnant. Mais je pense que le fait que l'annonce n'intervient que quelques jours après l'élection présidentielle américaine, dont les résultats, même s'ils sont contestés par le président Donald Trump, les résultats sont connus et je pense qu'il n'y a pas photo. Et il y a un président qui a été élu. Je pense que le fait que cette s'est faite donc après l'élection, après que les Américains aient voté, est assez rassurant et il faut le saluer. Vous savez, le temps de la recherche et du développement n'est pas celui des politiciens. Donc, ce n'est pas surprenant, cet élément, cette information qui a pris quand même les marchés financiers de plein fouet hier, puisque les cours de l'action se sont engagés. Juste cette recherche est un partenariat avec un autre laboratoire externe, à Pfizer. Est-ce que c'est fréquent, ce genre de partenariat, ce genre d'approche? On a parlé de deux personnes d'origine turque. Non, c'est une entreprise allemande basée en Allemagne, mais c'est un phénomène qui n'est pas étonnant, il est même fréquent depuis quelques 10 à 20 ans. Et moi, j'ai souvent dit que les biopharmacies, qui sont de petites entreprises, très souvent sont beaucoup de moyens, avec très peu de moyens, mais ce sont des entreprises légères, très motivées, seront sans doute la surprise de ce siècle. Et naturellement, cela ne me surprend pas que nombre de laboratoires entament des partenariats avec avec ces entreprises de petite ou moyenne importance. Et je crois que c'est un phénomène que l'on va voir encore plus actué dans le temps.
Si on revient sur le vaccin, il y a un élément qui fait un peu peur aux Français, c'est cette obligation vaccinale qui semble avoir été discutée. Est-ce que vous avez un point de vue sur cela? Je sais qu'il y a un mouvement, pas seulement en France, contre la vaccination en général. Je pense pour ma part que c'est une aberration. Je pense que pour avoir vécu longtemps aux États-Unis, je pense que l'on peut faire confiance à des organismes de contrôle du médicament comme la FDA à Washington, D.C., comme l'Agence européenne du médicament, comme les organismes d'État japonais et ailleurs dans le monde. Je pense qu'on peut leur faire confiance pour ne pas approuver de molécules de vaccins à la légère. Je sais que, par exemple, la FDA s'est entourée d'un comité d'experts extérieurs à l'administration américaine et que très souvent, l'exemple de ce panel d'experts est suivi presque à la lettre par la FDA. Alors, donc, ceux qui militent contre le vaccin, à mon sens, ce sont des gens qui ont perdu les pédales ou alors la politique prime sur la nécessité de la santé de nos concitoyens. J'espère qu'on aura un vaccin, j'espère même qu'on aura plusieurs pour permettre des prix abordables, et notamment par les plus démunis d'entre nous. Mais si demain il y a un vaccin qui est approuvé par des organisations étatiques de contrôle et de régulation du médicament, je serai parmi les premiers à me faire vacciner, à le recommander aux membres de ma famille. Juste un point au niveau de la FDA, pour le développement d'un vaccin, il faut qu'il n'y ait pas d'alternative médicamenteuse ou de traitement. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le débat sur que ce soit le remdesivir ou l'hydroxychloroquine comme traitement alternatif qui viendrait ralentir ou le développement d'un vaccin ou affecter sa mise sur le marché pour peu que tous les tests aient été faits et que son innocuité ait été prouvée, etc. Bien sûr. C'est un sujet de polémique. Vous parlez sans doute à l'affaire de Marseille, parce que je considère pour ma part que l'on a fait un procès au professeur marseillais à une époque devant une situation où il n'y a rien. Il n'est pas interdit de tenter, et je pense que c'est ce qu'a fait le professeur Didier Raoult. Que des problèmes d'ego soient venus par la suite s'incruster dans cette affaire du dérivé de la chloroquine, c'est évident et c'est vraiment regrettable. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. Je sais une chose, c'est que la molécule a été utilisée à Marseille à grande échelle. Elle existe depuis des décennies. Dans une affaire où il y a beaucoup de procès,
je veux parler de la COVID-19, vous noterez que le professeur Raoult n'en a pas à Marseille. Qu'il y ait de temps en temps, qu'il y ait eu des effets secondaires, mais si vous connaissez une molécule tout à fait exempte d'effets secondaires à un moment ou à un autre, s'il vous plaît, dites-le moi et j'aimerais bien en discuter avec vous. Et c'est comme ça que dans la recherche et le développement est né un modèle qui consiste à mesurer le risque et le bénéfice d'une molécule, d'un vaccin. Et il faut que ce risque soit équilibré. Mais s'il vous plaît, ne soyons pas malveillants. Nous avons vu au cours de ces dernières décennies des molécules innovantes qui ont fait reculer la mort, qui ont fait reculer la maladie. Presque la moitié des porteurs de cancer aujourd'hui vivent une vie pratiquement normale. Et j'espère que dans les 20 années à venir, le cancer, ce fléau effroyable, redoutable, sera devenu tout à fait maîtrisable. Et cela, c'est grâce à la recherche et le développement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute en ce qui me concerne. Donc, vous avez l'air plutôt positif pour le développement de ce vaccin parce que vous avez confiance dans les institutions qui nous contrôlent. Il y a eu juste peut-être un dernier point. Il y a eu quand même le professeur Raoult qui a demandé une autorisation temporaire d'utilisation, une RTU, règlement temporaire d'utilisation pour l'hydroxychloroquine au ministère en France qui lui a été refusée. Vous n'avez pas été surpris par cette décision? Vous savez, la polémique, les soucis d'ego ont pris le pas sur l'aspect santé, sur l'aspect patient dans cette affaire. Et je crois que, personnellement, je pense qu'il y a véritablement eu un dérapage. Et j'espère qu'à la sortie de cette crise, quand les gens seront devenus un peu plus apaisés, il faudra sans doute rouvrir ce dossier de la chloroquine et du procès qui a été fait au professeur Didier Raoult. Ceci dit, quand je parle de dérapage, il s'applique aussi au professeur lui-même, qui aime les médias, qui a sans doute un ego surdimensionné et qui veut toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Mais là, on est sorti véritablement du confinement naturel de la recherche et du développement pour étaler nos divergences sur la place publique dans une affaire qui aurait dû se régler en une matinée dans le bureau du ministre. Ceci dit, pour revenir au vaccin de Pfizer, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, mais plus important encore, je ne voudrais pas que nos concitoyens pensent qu'il y aura un vaccin demain et qu'il faut à nouveau et de nouveau relâcher nos efforts et négliger ce qui me paraît absolument essentiel dans cette pandémie. S'il y a un remède aujourd'hui contre le fléau de la COVID-19, ce sont bien entendu les mesures barrières qui protègent nos concitoyens, qui nous protègent les uns et les autres et nous donnent la chance aussi de protéger d'autres personnes. Donc, je crois qu'il
il faut rappeler les termes même du communiqué de Pfizer. Pfizer a parlé de premiers résultats et de résultats préliminaires sur une expérimentation de phase 3 en double aveugle de 42 500 cas. On a divulgué, on a donné au public, aux médias, les résultats de ce 94 cas. Ce n'est pas assez pour porter un jugement de valeur définitive. Et tout le monde sait, les exemples ne manquent pas à travers l'histoire du médicament, que les surprises ne sont pas une exception. Alors, il faut raison garder et rester vigilant et adhérer strictement aux mesures barrières qui sont essentielles pour, si l'on veut contenir cette pandémie. Bon, ben, Mohamed Sidi Saïd, merci beaucoup pour tous ces messages d'espoir et positifs et pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent vous paraître importants pour les lecteurs de François ou les Français? Je pense que je vous ai assez dit aujourd'hui. Je l'ai fait avec conviction, mais aussi avec une assurance, un confort que cette annonce est de bon augure, mais une Hirondelle ne fait pas le printemps. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.